Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Vous voyez ça là? Eh bien oui, c'est une Ferrari Testarossa. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour vous filmer cette merveille, cette icône des années 80. J'ai l'immense privilège d'en avoir une incroyablement belle aujourd'hui et donc on va regarder cette légende en détail. Alors la Testarossa, tout le monde la connaît, hein, c'est la supercar Ferrari des années 80, avant que la F40 ne soit lancée. Celle-ci est sortie en 1984, mais nous avons l'un des derniers exemplaires puisqu'elle date de 1991. Cet exemplaire, en plus de ça, est français, troisième main, livré neuf à Monaco, et puis ensuite elle a été à Lille, et aujourd'hui elle réside à nouveau à Monaco. C'est pour ça qu'on est sur la Côte d'Azur dans de si bonnes conditions. Et pour cette vidéo, bien, je tiens à remercier vivement son propriétaire qui a pris le temps de venir ici pour me présenter cette Testarossa, ainsi que Quentin qui a rendu ça possible. Quentin, il fait des photos de voitures, donc si vous voulez aller voir son Instagram, c'est le moment. Il est très très talentueux et vous verrez sûrement des photos de cette Testarossa. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripoto. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur les petites annonces, mais que vous n'êtes pas forcément calé sur chaque modèle, peut-être que vous aimeriez avoir des informations pour savoir quoi vérifier avant de craquer sur votre auto de rêve. Et bien justement, la Fripoto, ils ont fait le travail de recherche et de synthèse à votre place et ils ont tout compilé dans des guides d'achat ultra complets qui vous permettent, avec de nombreux points d'inspection, des photos à l'appui, de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises en occasion. Si j'ai choisi de travailler avec la Fripoto, c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de Youngtimer, qu'ils vendent des autos de caractère, comme par exemple cette jolie Peugeot 406 rouge phase 1. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous offre 10% de réduction sur les guides d'achat avec le code AA10. Tout se passe en description et merci à la Fripoto de soutenir mon travail. J'ai encore du mal à réaliser que je suis là aujourd'hui pour filmer cette voiture mythique. C'est bien écrit ici, pas de doute, avec ses ailes extrêmement larges, ses rétroviseurs, ses phares pop-up, ses ouïes latérales absolument gargantuesques. Tout sur cette voiture est scandaleux, mais du côté positif du terme. Et pouvoir en filmer une comme ça, c'est un réel privilège. Tout sur le look de cette voiture est absolument saisissant. Bien sûr, elle a été dessinée par le grand Pininfarina. C'est écrit juste ici. Je pense que le détail, l'élément le plus caractéristique de la Testarossa, eh bien, ce sont ses ailes arrière. La voiture est beaucoup plus large à l'arrière qu'à l'avant. Vous voyez, hein, les vitres par rapport aux ailes, il y a une énorme différence. Et donc, elle est gratifiée d'incroyables ouïes latérales qui viennent directement aspirer de l'air pour alimenter les deux radiateurs du V12 en position centrale arrière. Parce que oui, bien sûr, c'est une Ferrari avec un V12. Elle reprend l'architecture de la 365 BB, qui était la Ferrari des années 70. Et là, ici, eh bien, dans les années 80, Ferrari avec un look beaucoup plus carré ont repris cette recette. Et donc la Testarossa, juste là, elle a un V12 de 4,9 litres qui développe 390 chevaux, V12 atmosphérique bien sûr, qui a un bruit, vous allez voir, absolument magnifique. C'est le cœur de la bête. Le 12 cylindres, 390 chevaux, 490 Nm de couple. Et pour continuer dans les 90, eh bien, la voiture est donnée pour 290 km/h en vitesse de pointe. Et donc avec ce moteur, on a aussi l'explication du nom de la voiture, Testarossa. C'était les dessus de culasse peints en rouge, en hommage à la 250 Testarossa, en deux mots, qui était une voiture de compétition dont eh bien, les culasses étaient rouges également. Tout est sublime, vraiment tout est sublime. Là, c'est une B-moteur où on pourrait passer beaucoup de temps à juste contempler. Et puis j'attire votre attention ici puisqu'on a le numéro de production de la voiture, c'est la 5619. Bref, sous cette B-moteur, il se passe beaucoup de choses, il fait très chaud. Que dire de plus à part que c'est une œuvre d'art. L'arrière de la voiture, je trouve que c'est le plus intimidant parce que, bien sûr, eh bien, on a la largeur. Les phares, eux, ils sont cachés dans ces espèces de barrettes qui viennent finir le look comme ça. On a au milieu le cheval cabré légendaire, le logo Testarossa pour vous rappeler que c'est bien ça à quoi on a affaire. Et puis en dessous, on a ce spoiler hyper cubique qui dépasse et ces 4 sorties d'échappement pures qui délivrent un son de V12 cristallin. Regardez là en caméra grand angle, c'est encore plus saisissant. C'est une véritable superstar, une voiture de poster qui a fait rêver des générations entières d'adolescents dans les années 80. C'est bien sûr la voiture de Miami Vice. Alors dans Miami Vice, elle est blanche. Ici,
elle est noire, mais je trouve que dans cette combinaison de noir intérieur caramel, c'est encore plus joli. Cet exemplaire en particulier a été donc livré neuf en France. Elle affiche seulement 45 000 km aujourd'hui. Donc c'est à la fois pas beaucoup pour une voiture, à la fois beaucoup pour une Testarossa. C'est pas une voiture garage et son propriétaire m'expliquait qu'il tenait à la faire rouler de manière quotidienne. Donc il roule beaucoup dans Monaco avec, il a fait des week-ends avec, il est parti au lac de Côme. C'est vraiment une voiture qui voyage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il me disait que s'il devait choisir entre une Testarossa et une F40, bien que la F40 soit absolument légendaire, il choisirait la Testarossa parce qu'elle est en fait plus polyvalente. C'est une espèce de GT finalement, même si il me disait qu'elle penche quand même plutôt du côté sportif, un peu radical, sans pour autant être le monstre de course qu'est la F40. Quand on la découvre comme ça, cachée derrière une haie, et puis qu'on a ses phares pop-up qui dépassent, puis on découvre ses jantes et tout son design, toute sa largeur, on est vraiment saisi, on est intimidé par la voiture. On peut voir aussi qu'elle est d'origine française parce que, vous voyez, on a des anti-brouillards jaunes en dessous des phares qui, eux, sont blancs. Que dire à part s'incliner avec respect devant un tel monument. Bien sûr, c'est une Ferrari, donc on a de nombreux détails savoureux. On a les écussons sur les côtés, ici, qui ont été rajoutés. Ces jantes 5 branches avec un design en étoile absolument réussi et typique des 80s. On a d'autres détails un peu plus précis, comme par exemple cette alarme électronique, vous le voyez, c'est en français, donc elle est équipée d'une alarme. Les vitres qui ont leur logo Ferrari, ça j'adore aussi. Et puis, eh bien, la vitre arrière, c'est celle qui est la plus incroyable. Elle est creusée, elle est en courbe, donc c'est une pièce extrêmement spécifique sur la Testarossa. Et juste devant, eh bien, on a le moteur glorieux. Celle-ci, je vous disais, est de 1991, donc c'est une des dernières phases avant d'être remplacée par la 512 TR. Et donc, elle est équipée de 2 rétroviseurs. Et on n'a plus le fameux monospec qui est le rétroviseur en position haute, unique côté conducteur. Là, on a les deux. Ça la rend un peu moins, vraiment légèrement moins exotique visuellement, mais ça aide grandement à conduire cette voiture qui fait, faut pas l'oublier, 2 mètres de large. Un autre détail complètement dingue, eh bien, ce sont les phares pop-up. Années 80, voiture de sport oblige. Quand elle la regarde de l'avant comme ça, c'est absolument magnifique. Dans les années 80, eh bien, on a déjà en supercar la fameuse Lamborghini Countach qui a un look encore plus radical, qui est plus puissante, donc qui a de meilleures performances. Mais voilà, Ferrari reste Ferrari, la légende est déjà là à l'époque. Donc la Testarossa ne fait que voilà, 390 chevaux. Mais est-ce que quand on s'appelle Ferrari à l'époque, on a besoin d'une course à la puissance? C'est justement ça aussi qui fait la saveur de cette voiture. Elle nous suffit avec son V12, ses envolées en régime et puis ses éléments typiquement Ferrari à l'intérieur. Il est temps pour nous de passer à l'intérieur. Que voici. Bienvenue à bord de la Ferrari iconique de la première moitié des années 80. Je mesure encore une fois ma chance d'être assis à ce poste de conduite. Vous le voyez, on commence tout de suite avec un volant à l'ancienne, du cuir, tout droit, aucun bouton, aucun truc tactile, rien du tout. Un pur volant avec du métal et du cuir, 2 matières comme il faut, rien de plus. Ensuite, les compteurs orange typique des 80s, une police carrée également, avec une zone rouge à 7000 tours minute, un compteur de vitesse gradé jusqu'à 320 km/h. Là, ça annonce la couleur. Côté conducteur, on a donc cette porte avec le prolongement du tableau de bord dans la porte. C'est vraiment joli. Tout est entièrement tapissé de cuir caramel. C'est vraiment ce qui fait la différence, en fait, noir, cuir caramel sur la configuration de cette voiture. C'est superbissime. Donc vous avez, eh bien, pas beaucoup de choses sur la porte. Un peu d'espace à votre gauche, le frein à main qui est à gauche du conducteur, plutôt étrange. Ici, on a un cendrier individuel éclairé, s'il vous plaît, attention. Et là, c'est la poignée que vous tirez pour ouvrir la porte. Et en gros, c'est tout ce qu'on a. On a aussi un petit aérateur ici, parce qu'il fait chaud dans cette voiture. Nous avons ici la clé, une clé pliable pour pas qu'elle ne frotte votre genou, parce qu'on est dans des conditions d'ergonomie assez spéciales. On a un petit porte-clés Ferrari, très sympathique, mais assez discuté. Démarrons le V12. Ça démarre au quart de tour.
reste, c'est assez classique. Il n'y a pas beaucoup de détails qui viennent perturber, à part peut-être cette énorme enceinte qui fait que en fait, le pédalier est totalement décalé vers la droite. C'est-à-dire que là, je suis pas face au volant pour avoir accès au pédalier. Et vu qu'on en est à propos du pédalier, eh bien, il faut que je vous dise que voilà, Ferrari des années 80 égale boîte manuelle à grille en métal. Grille inversée en plus, puisque la première est en bas à droite. Donc si on embraye, ou l'embrayage très dur, tac, il faut vraiment verrouiller. Et quel plaisir d'avoir cette petite boule dans la main, cette boîte ultra mécanique, enfin c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Malheureusement, je ne vais pas conduire la voiture aujourd'hui pour des raisons, je pense, évidentes, mais j'ai déjà pu être en passager, vous allez voir tout à l'heure. Mais je me dis que ouais, conduire ça dans la circulation urbaine, ça doit être un sacré défi. En poursuivant sur la console centrale, vous avez un poste radio qui est caché par cette partie en cuir, poste à cassette Alpine qui fonctionne parfaitement. Et les cassettes, elles sont rangées ici, vous voyez, dans ces porte-cassettes. Et ça, je trouve ça absolument ultra cool. Nous avons ensuite 3 bus d'aération et puis des compteurs, pourquoi pas, placés ici, pas très lisibles. Donc on a la température d'huile qui est là-bas, pourquoi pas. Ici, le niveau d'essence. Et puis là, on a le niveau d'huile et la température d'eau. Bon, c'est l'ergonomie italienne, bien sûr, c'est un peu comme ils veulent, mais c'est ça qui est drôle. On continue avec les détails d'ergonomie. Petite horloge digitale, quand même, années 80 oblige. Le compteur kilométrique, il est là, 45 000 km, et le totaliseur partiel, ici. Ensuite, beaucoup de place pour ranger des pièces de monnaie. Et alors, le plus fou, eh bien, ce sont toutes les commandes de ventilation qui sont regroupées ici, au milieu, entre les deux passagers. Alors bon, il faut un peu comprendre, mais voilà, on a des boutons qui s'auto-excluent entre eux, c'est-à-dire que vous en appuyez un, il y a l'autre qui s'allume. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros, je pense que c'est recyclage, pare-brise, stop, voilà. Les commandes de vitres électriques, réglage électrique des rétroviseurs aussi, c'est quand même un peu GT hein, finalement une Testarossa. Et alors ici, le plus drôle, ce sont ces commandes-là. Je sais pas si on va voir. Non, on voit pas, mais en gros ici on a un petit écran qui nous montre le souffle en fait de la voiture, donc ça progresse comme une barre de chargement. Vraiment c'est un écran, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, je pense que le détail le plus cool dans cet intérieur complètement dingue, c'est ce bouton, la boîte à gants qui contient ce document vraiment cool, mais surtout un immense miroir. Je pense que c'est la seule voiture du monde qui a un miroir gigantesque pour le passager, plus grand que le rétroviseur central. Ça n'a aucun sens et j'adore. Les baquets, ils sont superbes. J'ai toujours eu l'impression en les voyant qu'ils étaient en plastique dur comme sur une miniature, mais non, c'est bien du cuir, hein, bien sûr. On a le logo Ferrari qui est intégré ici, ça c'est magnifique. Et ils sont plutôt confortables, notamment cette partie-là qui vous maintient les cuisses, c'est très agréable. Et sur les côtés, c'est un peu finalement presque des sièges un peu pétales. On est bien installé au volant de cette Testarossa. Et alors si on se dirige vers le plafond, on a non seulement une lumière orientable, mais surtout deux commandes complètement random. Ici, les anti-brouillard, et ici, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un dégivrage, en tout cas. Voilà, on a deux boutons au plafond et un bouton factice au milieu, pourquoi pas. Vous avez aussi sur le côté des sièges 3 petits boutons qu'il faut connaître, mais c'est celui-ci qui nous intéresse. Il permet de baisser le siège. Et je vous montre ça parce que le propriétaire s'est fait faire sur mesure de très belles valises en cuir de la maison Goyard avec le numéro de production de la voiture. Elle reprend les 3 couleurs en fait, noir pour la couleur carrosserie, blanc-gris pour les jantes et caramel, camel pour le cuir. Ça, c'est vraiment le détail qui tue sur cette voiture. Pour le reste, bien sûr, c'est une stricte de place. Vous avez le V12 juste derrière vous. Et regardez-moi, vue de l'intérieur, cette vitre arrière incurvée qui donne vue sur le moteur, c'est absolument sublime. Là, on voit qu'on est dans un habitacle de supercar. Vous admirez aussi la largeur des seuils de porte, tellement large qu'on peut mettre donc frein à main, commande d'ouverture du moteur et un gros logo Ferrari. Et puis, bien sûr, les prises d'air qui se prolongent ici directement vers le moteur. Et regardez un peu l'espace qu'il y a entre l'extérieur de la porte et le siège conducteur. Là aussi, pas de doute, vous êtes dans une supercar. Alors, pour ouvrir le capot avant, donc le coffre et le moteur arrière, eh bien, ce sont ces deux magnifiques tirettes en pur chrome. Donc, on va commencer par le capot, tirer un peu fort dessus. Hop. Mais ensuite, voilà, ça s'ouvre tout seul.
Vous voyez, on a un grand coffre à l'avant, assez profond, entièrement garni de moquettes. Là, je pense que je peux me mettre dedans facilement. Et alors la voiture, il faut savoir qu'elle a été entièrement repeinte par un atelier spécialiste en Ferrari. Du coup, on a cet autocollant qui est nouveau, mais qui garantit que la couleur est approuvée par Ferrari. Et de base, elle est noire, c'est-à-dire que c'est bien sa couleur d'origine. C'est juste que la peinture a été entièrement refaite. Nous voici à bord de la Testarossa, avec le V12 qui résonne sur les parois, vous le voyez ici. On a la mer, le radiocassette qui joue de la musique. Et ça pousse, hein. Vraiment ça pousse plus que ce que je l'imaginais, parce que voilà, on a seulement entre guillemets 390 chevaux. Mais c'est déjà franchement pas mal, et en fait les sensations que donne la voiture, ça fait que vous n'avez pas besoin de plus, parce que c'est hyper communicant, hyper direct comme auto par rapport à une moderne. Ce qui fait que cette puissance-là, elle se ressent parfaitement. Niveau confort, là on a un dos d'âne. Et franchement c'est bien, hein. Franchement c'est plus confortable que ce que j'imaginais. Alors les sièges sont en cuir, ils maintiennent très bien. Et c'est un peu dur, mais c'est dur d'une bonne façon. Par contre, les suspensions, je trouve qu'elles filtrent très bien les aspérités. En fait, la voiture, on la sent assez entière. Je m'attendais à avoir des bruits parasites, ce genre de choses, et pas du tout. Même venant des plastiques, on n'a rien du tout. Donc on est très très bien installé. Le plus impressionnant dans cette voiture, c'est la vue qu'on a sur les ailes arrière quand on roule. Ça vraiment, c'est ça qui nous fait comprendre qu'on est dans quelque chose de vraiment spécial. Le klaxon aussi, écoutez ça. Incroyable. Petite interlude, regardez, on est un peu plus tard là, on est allé au casino avec la Ferrari, on s'est posé. On est tombé sur une 300 SL, c'est absolument superbe, d'autant plus que elle aussi, elle a sa ligne de bagages sur mesure. Elle a les sièges à carreaux, et vous le voyez ici, les bagages en Kobo donc, avec la Testa. Pour conclure, je tiens à remercier vivement encore une fois son propriétaire pour sa patience, pour avoir accepté de me mettre à disposition un tel monument pour une vidéo. Et puis Quentin pour avoir arrangé tout ça. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir ses photos. Si la vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à me laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner pour soutenir mon travail. Si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.